Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jérôme Revon. Alors son nom, vous le connaissez peut-être. C'est un homme qui n'est normalement pas sur le devant de la scène, qui n'est pas sous les projecteurs, mais plutôt derrière. Jérôme Revon, vous êtes réalisateur, peut-être l'un des grands réalisateurs de la télévision française. Nous, on se connaît bien parce que vous avez démarré à Froufrou, on a démarré ensemble, en 92. Avec déjà un style différent des autres, puisque vous aviez imaginé, je me souviens très bien évidemment, de cette image arrêtée en noir et blanc, à travers un appareil photo. Appareil photo qui vous suivra tout au long de votre vie, et on pourra en reparler puisque vous êtes également un artiste, parce que je pense que quand on fait ce métier, on est forcément artiste. Il y a une exposition Japan & Co, parce que vous avez une technique qui vient de la télé. Qui vient de la télé, le split. Vous prenez une image, vous la découpez en morceaux. Et je la démultiplie avec d'autres images. On pourra en reparler. Donc vous êtes derrière les plus grands événements, les grandes émissions, l'interview du président de la République aussi, les interviews. C'est vous le réalisateur officiel du président de la République ? Non, mais en fait, j'ai fait la dernière de Mitterrand avec El Kabbach à l'Élysée à l'époque, et j'ai enchaîné avec tout Chirac, tout Sarko, tout Hollande et le président Macron maintenant. C'est marrant, ça. À ce moment-là, il était malade. Oui, il était très malade. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme réalisateur ? On fait des plans larges ? Non, alors justement, c'était on retravaille l'image. Il y avait un filtre ou pas ? C'était en direct et c'était dans la bibliothèque. Et au contraire, pour une fois, j'ai mis très peu de caméras. Je crois qu'il y en avait 3. Il y en avait 2 sur lui. Et j'ai beaucoup joué avec ses mains qui mettaient en avant devant son visage, et il les tordait un peu parce qu'il il souffrait. Oui, puis il était. Et on lui avait donné des médicaments, etc. Et j'ai beaucoup joué avec ses mains en amorce, et c'est un moment que j'aime beaucoup, qui est un moment très, très, très intense. C'est une forme de reconnaissance quand même que tous les présidents successivement vous gardent, parce qu'on pourrait dire c'était le réalisateur de l'autre. Finalement, il trouve que vous vous débrouillez pas si mal que ça. Non, mais je pense que c'est aussi une question de confiance, d'habitude avec les équipes. Moi, je connais très bien l'Élysée, les recoins. Je peux proposer des choses, m'adapter aux différentes demandes, et je pense que ils sont rassurés. Vous avez toujours la même passion, pour votre métier. 30 ans, plus de 30 ans après, plus que ça, 35 ans après 40 ans, de vos débuts. Vous avez fait du sport, beaucoup sur de sport à Canal, avec Charles Bietri qui me lance. Vous avez fait Hanouna aussi longtemps. J'ai fait Froufrou, Coucou c'est nous, 7 sur 7 avec Anne Sinclair, beaucoup d'émissions politiques. L'élection de Jacques Chirac avec Benoît Duquesne sur la moto qui le suit à travers Paris. Oui, parce que le sport mène à tout, j'allais dire à tout, mais en tout cas les techniques du sport servent dans toutes les émissions, et j'en ai mis un peu partout. Et effectivement, j'ai pu faire les Césars, les Molières, la Starac, et évidemment les grandes soirées politiques. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres ? Non, mais j'ai cet apprentissage du direct. Et c'est vrai que à la télévision, maintenant, il reste beaucoup le sport, l'info, quelques divertissements, la politique, et quelques divertissements qui sont en direct, évidemment, qui sont des grosses machines. Et donc, c'est vrai que cet apprentissage, grâce au sport, aide énormément. Vous avez aidé. Alors là, c'est un nouvel exercice. J'avais juste une question sur les politiques. Vous allez bientôt faire le débat avec tous les candidats le 4 juin. Là, j'ai fait le débat Bardella-Attal. Alors justement, sur Bardella-Attal, est-ce qu'il y a la fameuse règle de ce qu'on appelle les plans d'écoute ? Non, alors il n'y a plus. Ah d'accord. En fait, moi je les ai eus dans les débats les plans d'écoute, juste pour nos auditeurs, c'est le plan lorsque la personne écoute l'autre qui parle. On n'avait pas le droit de montrer la personne qui écoute. Parce qu'elle pouvait souffler, faire des gestes, ne pas lire ses notes, se remettre du gloss qu'avait fait Ségolène Royal en face à Sarkozy pendant le débat entre deux tours. Donc boire un verre d'eau. Remis du gloss ? Oui. On l'avait vu ou pas ? Non, j'avais pas le droit de le montrer. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu la réaction de Sarkozy quand le Hollande lui a dit moi président. Et là, j'avais pas le droit de le montrer. Et lui, moi, je suis le seul à l'avoir vu. Par ce que faisait. Il était désabusé. Il le regardait, genre oui, c'est ça, bien sûr. Et Ségolène Royal, elle s'est remaquillée pendant qu'il parlait. Voilà. Et ça, c'est les débats entre deux tours. Et depuis l'élection de Emmanuel Macron et le débat face à Marine Le Pen, ça a été supprimé. Ils ont décidé qu'effectivement, en 2017, il était temps d'avoir accès au plan de coupe, parce que c'est souvent plus intéressant d'être sur la personne qui reçoit l'info
Si je vous dis, vous êtes un menteur, je préfère être sur vous, voir votre réaction, que d'être sur moi qui dit vous êtes un menteur. Bon, voilà. Sûr. Et là, dans la régie, vous avez un réalisateur pour les deux camps quand même. Vous êtes, on a êtes des réalisateurs conseils. On a des réalisateurs conseils derrière nous, un pour chaque candidat. Mais pas sur Bardella Attal, c'est pas un débat présidentiel. Non, et là, pour les 18, non plus. Et ils viennent vous voir en disant j'ai un peu de ventre, je veux pas que tu le montres. Mais ça, on sait, on est habitué à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de filmer des stars, des chanteurs, des femmes. On les traite pas de la même façon. On éclaire une femme différemment d'un homme, on le maquille différemment. C'est pas la peine de forcément montrer quelqu'un qui boit un verre d'eau, voilà. Oui, c'est ça, c'est le béaba, c'est normal. Ouais, c'est la rapidité. Donc là, je disais, donc ce soir, 23h sur France 2, la nuit la plus longue. Alors racontez-nous, vous allez passer la nuit à nous raconter le débarquement. Alors le concept, c'est comme si il avait existé une chaîne d'infos de 2024 dans la nuit du 5 juin 44. Donc c'est vraiment une chaîne d'infos de maintenant. C'est votre idée ? Oui, c'est mon idée. On avait commencé cette idée-là en 2004 avec Benoît Duquesne qui faisait des petits flashs en noir et blanc, avec habillé comme à l'époque. Là, on a tout changé. On fait vraiment une chaîne de maintenant, avec les techniques de maintenant, les cartes de maintenant, les cartes météo de maintenant, et on se replonge dans cette nuit du 5 juin 44 avec est-ce que c'est le débarquement ? Il est minuit, est-ce que c'est le débarquement ? On a des envoyés spéciaux partout, de Rome, Berlin, Washington, mais en Normandie, dans le maquis, sur les barges du débarquement. Il n'y a que qui vont parler, vous n'aurez pas De Gaulle ou Hitler en interview. Non, c'est que nos journalistes qui parlent. Qui sont des journalistes ou des comédiens ? Non, c'est toute la rédaction, c'est ça qui est formidable. C'est Alexandre Carra a adhéré tout de suite à cette idée. Parce qu'il a senti le potentiel. C'est un vrai format. On peut faire d'autres choses avec. On peut faire la chute du mur de Berlin. On peut faire mai 68. Et donc c'est toute la rédaction de France Télévisions qui a adhéré au projet. Et donc on a les vrais. On a Maryse Burgot. On a Agnès Varagnan qui sera au barrage du débarquement. Dans une barge, comme Robert Capa à l'époque était dans une barge. Et comme voilà. Donc on aura. Maryse Burgot, elle est à Sainte-Mère-Église. Oui, le fameux John Steele accroché. Voilà, qu'on va voir. On a fait 3 reconstitutions. Vous avez fait des reconstitutions. On en a fait 3. On a fait avec Stéphanie Pérez dans le maquis avec des résistants dans une ferme. Et là, on les voit écouter la radio et se mettre en marche après le fameux les sanglots longs. Voilà. On en a fait une autre à la War Room de Churchill à Londres avec Olivier Rick. Et là, ils sont habillés à l'époque, voilà, et on les voit, on voit l'activité qui règne à ce moment-là, et elle va nous dire, oui, je crois qu'il se passe quelque chose, c'est peut-être le débarquement. Et vous êtes aussi à Collonges auprès du maréchal Pétain. On est à Collonges, pour donner les infos, dire que l'activité est assez faible. On est à Berlin pour parler de Hitler qui cette nuit-là est au mariage de sa belle-sœur et plus tard dans la nuit d'or et on ne veut pas réveiller le Führer, la fameuse scène du film. Il y a ça, c'est Thibaut de Barbeyrac qui sera à Berlin. Il y aura à Rome Raphaël Chapira aussi. Et puis à Washington, Camille Gutin et à Moscou, Anne Ponsinet. Et Valérie Le Rouge qui est à Moscou. Non, c'est pas Valérie Le Rouge qui est à Moscou. Alors moi j'ai Anne Ponsinet. Mais... Oui, non, ils ont peut-être changé. C'est peut-être Valérie Le Rouge. Non, et vous aurez en plateau les éditorialistes maison, Nathalie Saint-Cric et Étienne Lénart, et puis des experts militaires qui seront là, et puis l'historien Fabrice d'Almeida. On a Marc Laurenceau qui a écrit un livre, qui est commandant de l'armée, et qui a écrit un livre sur cette fameuse le minute par minute de cette nuit-là, et qui est vraiment notre historien référent. Et donc vous allez suivre vraiment la chronologie des informations et des événements. C'est-à-dire il est minuit 10, on nous prévient qu'il y a une activité au-dessus de la Normandie et au-dessus de Saint-Lô. Les premiers des parachutistes et des leurs sont lancés et puis on va aller crescendo. Alors là on a des images ou pas ? Alors, on a des images des avions de l'époque, etc. On n'a pas les images des leurs, évidemment. On n'a pas ces images-là. Mais donc, tout est dans les témoignages. Tout est dans le suspense, de recréer ce suspense au fur et à mesure que la nuit avance, jusqu'aux fameuses barges qui arriveront vers 6h du matin sur les côtes normandes, avec cette fois-ci le débarquement. Parce qu'en fait, il y a eu des leurs
sur Caen. Les Allemands ont été un peu trompés par différentes choses et des faux parachutistes qui explosaient au sol. Voilà. Oui. Et oui. Ouais. Et comment donc vous allez l'enregistrer, cette émission? Oui, parce que dans les conditions du direct. Par Julien Bugier, C'est dans les conditions du direct, c'est Julien Bugier qui présente comme toutes les émissions spéciales de France Télévisions. Donc on est vraiment dans un cadre d'émissions spéciales. Breaking news, on nous alerte et hop, on est parti avec tous les envoyés spéciaux, avec des magnétos recolorisés. Des images d'archives. J'allais vous poser la question, est-ce que ce sera tout en noir et blanc? Alors, il y a un peu de noir et blanc, mais il y a beaucoup de recolorisation. C'est un gros travail de recolorisation. C'est une soirée verticale, puisque avant, il y a Apocalypse qui parle des débarquements et puis nous derrière sur la Normandie. Donc c'est une soirée très service public parce que c'est un concept à la fois informatif et voilà, mais aussi un peu plus ludique. C'est une autre façon de raconter l'histoire. De raconter l'histoire, oui, de façon plus contemporaine, plus actuelle. C'est pas un docu-fiction, c'est pas une reconstitution complète, mais c'est une autre écriture. Parce qu'on aurait pu avoir des interviews des habitants comme le fait BFM quand il y a une catastrophe. Oui, mais alors là, c'était du jeu. Il y a les habitants. Là, c'était de la fiction. Il aurait pu avoir un soldat. Il aurait pu avoir. Mais on n'a pas voulu aller jusque-là avec la rédaction de France Télé parce que c'était là carrément de l'interprétation et on n'était plus dans l'information. Alors que là, nos journalistes donnent les faits réels. Des faits qu'on connaît, et voilà. Alors, on va marquer une pause et on se retrouve avec vous dans un instant, Jérôme Revon, pour parler donc de la nuit la plus longue et puis de votre métier de réalisateur aussi, ce qui a changé depuis 30 ans en télé. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Jérôme Revon, réalisateur, grand réalisateur. Le réalisateur, on l'a évoqué, de tous les grands événements, réalisateur également de tous les présidents de la République, de toutes les allocutions depuis François Mitterrand, la flamme olympique à Marseille pendant 9 heures, c'était vous? Oui, c'était. Oui. C'est dur ça, non? Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de copilote, comme on dit, qui prend le relais à un moment? Là, il y avait pas, ça a été un peu improvisé parce que la chaîne a rajouté 2 heures d'antenne, c'était pas la veille, c'était pas prévu, donc voilà, on a fait au mieux mais c'est des événements tellement. À quel moment vous avez su que ça serait Jules? Ah non, je le savais pas. Vous le découvrez en même temps que les téléspectateurs. Moi je ne savais pas du tout. Non, je ne savais pas. Les débats, Gabriel Attal, Jordan Bardella, le débat avec tous les candidats, c'était avant-hier. L'opération débarquement, c'est ce soir. La nuit la plus longue. Mais vous allez aussi assumer toute la journée du débarquement le lendemain pour France Télévisions. Absolument, avec une prise d'antenne après Télématin dès 8h30 jusqu'à 20h. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement? Pourquoi vous dites oui quand on vous appelle pour faire ce genre d'événement? Le débarquement là, c'est lui qui a proposé le projet. Oui. Le 6 juin, parce que voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui reste les seuls événements qui restent en direct, où on a un conducteur de base, mais il peut se passer plein de choses. J'aime bien dire, on marche humblement à côté de la grande histoire. Ouais. C'est joli. Ouais. Comment il peut y avoir des imprévus quand on est en direct comme ça? Beaucoup. Moi, par exemple, pour les 70 ans du débarquement, il y avait Poutine et Obama qui étaient fâchés, qu'il y avait la fameuse Crimée en question, et on attend sur la plage au moment du spectacle, on attend la reine d'Angleterre qui est en retard, et tout d'un coup, je décide de splitter mes fameux splits, de mettre 2 images en même temps, c'est-à-dire d'un côté Poutine et de l'autre Obama. Mais ce que j'anticipe pas sur le coup, c'est qu'en face d'eux, il y a un écran géant et que l'image passe dans cet écran géant. Et tout d'un coup, toute la tribune qui est au courant de la tension entre les deux, il ne savait pas si c'était serré la main, dit bonjour. Moi, je le savais parce que j'avais une caméra au déjeuner. Et toute la tribune commence à rire et à applaudir. Du coup, Obama se tourne, voit l'écran, se voit dans l'écran avec Poutine, et du coup, sourit à Poutine et applaudit doucement. Et pareil, Poutine se voit dans l'écran, voit qu'Obama le regarde, et du coup, se retourne vers lui, sourit et applaudit. Et là, ça fait une séquence très forte. Très forte. La DIRCAP de Hollande appelle tout de suite dans le car en disant que j'avais fait un geste politique et que j'avais pas le droit. Et donc moi je partais ensuite pour 3 heures de spectacle donc je me suis dit ça y est, ma carrière est finie, je suis foutu, c'est terminé, voilà. Je sors du car à la fin, il y a Quotidien qui m'attend, je vois un journaliste avec une caméra, je m'échappe, je rentre à Paris en voiture.
Je me dis, bon, ben voilà, j'appelle ma femme, je dis, bon, écoute, ça va être plus compliqué maintenant. Et il se passe 24 heures, et au bout de 24 heures, l'image a fait, entre guillemets, le tour du monde. Et du coup, 24 heures après, l'Élysée m'appelle en me disant que c'était bien. Ah oui, c'est ouf. Voilà. Donc voilà, il peut se passer énormément de choses. Voilà. Est-ce que vous faites un geste politique? Est-ce que vous en avez le droit? Et ça, juste avant le direct, donc j'imagine que vous avez eu du mal à vous reconcentrer sur le coup. Ça a été très dur. Le direct a été très dur parce qu'il y avait des cascades, des parachutistes qui arrivaient sur la plage, des explosions, donc il fallait être assez concentré. Et là, vous dites, merde, j'ai fait une connerie. Et nous, dans le car, au moment où on le fait, on est tous contents, on saute de joie, on se dit, on a l'image. Le fameux split, on va en dire quelques mots parce qu'il y a une exposition qui commence le 17 juin, Japan & Co. C'est des œuvres inspirées de votre voyage au Japon, et ce fameux split, c'est ce que vous déclinez, c'est de mélanger des images. Alors verticalement ou horizontalement, mais c'est ce principe. Très très bien, c'est magnifique. Et que je fais depuis 2008, des choses que je faisais quand j'avais 15 ans. En fait, j'ai failli arrêter l'école pour être photographe à 15 ans. Et ma directrice a été formidable, m'a dit, écoute, réfléchis une semaine et puis reviens me voir. Et je lui ai dit non, finalement, je vais passer mon bac. Elle m'a dit, voilà, file en classe. Alors, ça sera au passage Choiseul. Oui. Vous allez la faire tourner dans toute la France, l'expo, ou pas? Non, nous, c'est un hors-les-murs comme ça, qui dure 15 jours, avec des œuvres. Alors, c'est quoi un bon split? C'est quoi une image qui se marie bien avec une autre image? Ça dépend, alors, parce que ça a l'air facile, mais c'est pas si facile que ça. En fait, ça dépend des harmonies, soit de couleurs, soit je vois un bâtiment rouge et j'essaye de le mélanger avec quelque chose qui va avec, soit c'est une question de vitesse et je prends un taxi new-yorkais flou et puis je le mélange avec quelque chose de très net pour montrer un peu, il n'y a pas de règle. Je travaille la nuit, je vais photographier pendant 2-3 jours, pendant 8 heures, comme si j'allais aux champignons, je photographie un peu. Chercher la bonne image. Je cherche plein d'images et puis après je rentre et la nuit je fais mes maquettes, je découpe je les tire vraiment. Vous les coupez vraiment? Et je les découpe vraiment au cutter et je fais des maquettes sur des plumes et quand elles me plaisent, seulement là je pars pour transformer. Je me souviens de New York, vous aviez fait des photos magnifiques de New York. Il y avait eu un split, non, sur New York? C'était les débuts, c'était 2008 et c'était New York. C'était New York, et donc si vous voulez aller voir cette expo tout à fait originale, et c'est à Passage Choiseul, 17 au 29 juin. Donc la nuit la plus longue, c'est ce soir. Quel souvenir vous gardez de votre longue carrière qui n'est pas terminée, mais votre plus beau souvenir et le pire? C'est compliqué, ça fait des questions bateau, mais ou la rencontre qui vous a marqué. La rencontre, c'est Charles Bietri, parce que c'est lui qui m'a vraiment lancé et c'était sur 40 ans une vraie histoire, parce que je continue à le voir même là actuellement. Il a la maladie de Charcot, il l'a dit, donc c'est pour ça que je peux le dire. Mais voilà, donc je continue à entretenir avec lui et par texto, parce que maintenant ça devient difficile. Mais évidemment Charles, mais après j'ai tellement de souvenirs, parce que on a même fait avec le président Macron l'annonce du confinement. C'était 35 millions de gens qui ont regardé. Et là, vous savez que la France va être confinée? Je le sais au moment où on répète. J'ai quelques images de lui où vous savez les choses au dernier moment quand même. Oui, c'est pour ça aussi qu'on nous prend. C'est parce qu'on sait s'adapter et on n'a pas besoin de nous prévenir. Il y a des fois on m'appelle le midi pour 18h pour faire une intervention à l'Élysée. Je le sais pas le matin en me levant. Donc faut aller très vite. Et les Césars, c'est la même chose quand vous vous splittez les images en 5 avec les gagnants. Vous savez sur qui vous allez ouvrir l'image? Alors, je sais pas maintenant, je ne sais plus le vainqueur à cause des réseaux sociaux, puisque maintenant tout le monde a peur que ça fuite. Et avant, l'huissier nous donnait généralement vers 19h30 les gagnants. Et pour donc, vous puissiez les suivre à la caméra. Et du coup, nous, on avait un code, on disait telle caméra sur le gagnant et caméra 6. Bon, voilà. Depuis les réseaux sociaux, on veut plus nous les donner, et donc on est obligé d'improviser dès qu'on entend le nom. Mais c'est pas tellement d'être sur le gagnant, c'est d'être sur ceux qui va remercier. Parce que le gagnant, il va tout d'un coup citer son producteur, l'autre, l'acteur, l'actrice. C'est ceux-là qu'il faut choper dans la salle. Et donc ceux-là, il faut savoir où ils sont.
s'ils sont à côté, s'ils sont pas à côté, s'il y a sa femme, s'il y a son mari, s'il y a ses enfants. Donc là, il faut que ça aille très vite. Il faut que ça aille très vite. Et ça, c'est valable pour le Ballon d'Or, pour les Molières, pour les Césars. Dans la tête et dans les doigts. Et c'est cette construction-là qui est difficile. S'il se dit merci Françoise pour tout, elle est où Françoise? Et voilà. Mais nous, on le sait. Ouais, vous le savez, ça vous savez. Parce qu'on l'a travaillé avant et qu'il y a une équipe complète, une script, un truquiste, des assistants qui, eux, anticipent. Et si machin gagne, sa famille est là, son producteur est là. Moi, je pensais que votre meilleur souvenir, ce serait comme Valérie à Froufrou. Ça serait Richard Gere. Ah oui. Je sais pas s'il était aussi. Non, je crois pas. Non, Richard Gere. Il est parti en cours d'émission, en fait. Non, c'est pas vous. Non, je crois pas. Non, mais il y avait tellement. C'était les happenings de fin, moi, qui me faisaient. C'était interminable. Mais c'est des super souvenirs, Froufrou. Des rings de boxe. Des biquettes qui lèchent les pieds. Oui. Je sais plus si on aurait le droit maintenant de faire ça. Je sais pas. C'était quel artiste? C'était Richard Berry, qui était notre pire souvenir à tout. On peut le dire maintenant, parce qu'il n'avait pas été sympa du tout. Non, oui, je crois qu'il n'avait pas du tout apprécié. Vous lui faites lécher les pieds par des biquettes. On avait fait habiller Jean-Claude Brialy en petit baigneur. Oui, on a fait des choses. Faire du boudin à Carla Bruni. Enfin, il y avait des trucs quand même assez gratinés. Vous avez fait faire du boudin à Carla Bruni. Oui. C'était Jean-Pierre Coff qui était venu et qui lui avait appris à faire du boudin. Ça devait être une idée de Christine. C'est dommage, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'émissions en direct, à part Cyril Hanouna. Oui, non, mais il y a l'info, il y a la politique et le sport. De variété, il n'y a plus de surprises, il y a plus de. Il y a moins de surprises. Même les grands shows de TF1 sont en léger différé. Ouais. Avec un délai. Combien de temps? Non, très peu. Très peu, c'est pour éviter une catastrophe. Ça a été suite aux attentats, des choses comme ça. Évidemment, on est obligé de savoir gérer ça. Même maintenant sur le sport, comment vous gérez. Moi, j'ai posé, puisque je fais souvent les événements de France Télévisions, j'ai posé la question à Alexandre Cara. Je lui ai dit, écoute, si ça m'arrive en direct, s'il y a un attentat, s'il y a quelle est notre règle à nous, voilà. Et l'avantage, c'est que généralement, derrière moi, il y a un plateau, il y a Julien Bugier qui est en plateau. Moi, je suis à l'Arc de Triomphe, je suis aux Invalides et je filme l'événement. Donc, derrière moi, il y a des gens qui peuvent réagir et reprendre l'antenne. Donc, on s'est dit, dans la mesure du possible, tu filmes sans que ça soit évidemment trop dramatique, trop gros plan, trop voilà. Parce qu'il y a aussi un droit à l'info. Bien sûr. Et s'il y avait une chaîne d'info, elle filmerait. C'est quasi sûr. Il y avait plus de liberté avant. Dans la parole, dans le ton. Ah oui, dans la parole et dans le ton, évidemment, oui, beaucoup plus. Ça veut dire que récemment, il y a quelqu'un qui est intervenu pour la Palestine sur le plateau de Cyril Hanouna, et le réalisateur a fait le choix de garder le gros plan de Cyril Hanouna. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Sans filmer la personne. C'est pas un choix que vous auriez fait? Vous auriez filmé la personne? Non, mais je sais que je suis sûr qu'ils avaient la consigne. Ils se sont passé la consigne maintenant de dire tu restes sur quoi qu'il arrive, tu restes sur Cyril. L'image était forte, on entendait une voix. Même Cyril doit dire, je le connais par cœur, il a dû dire maintenant on reste sur moi et c'est moi qui gère. Mais c'est vrai qu'on a envie de le voir, et surtout si quelqu'un avait filmé avec son portable, ça aurait été sur les réseaux sociaux dans la seconde. Et bon, là, je crois que ça n'a pas été le cas. Oui, parce que les portables sont interdits maintenant. Sur les plateaux. Mais il y en a qui ont. Bon, bref. Non, j'aurais appliqué la consigne. S'il y a une consigne, on l'applique. Mais vous pensez que c'est un événement et qu'on aurait dû filmer la personne avec son drapeau? En théorie, oui. Mais le problème, c'est qu'en direct, vous ne savez pas jusqu'où il va. Bien sûr, c'est ça. Peut-être que dans le drapeau, il y a un couteau. Peut-être que donc à un moment, ils ont raison. Alors, ce soir, après coup, c'est facile à dire. Mais ce soir, la nuit la plus longue, donc réalisée par vous, Jérôme Revon, à 23h sur France 2. Et puis du 17 au 29 juin, l'exposition Japan & Co, qui sont inspirées de votre voyage au Japon. Et c'est à la galerie Choiseul. C'est Passage Choiseul et c'est la galerie. Simcoe. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. C'est intéressant de voir aussi comment se fabriquent les images. Merci à vous. Je vais faire une bande dessinée. C'est vrai? Oui, parce que la dernière fois, je suis passé à la radio justement et j'ai raconté les anecdotes un peu sur le foot, sur le micro qui s'était coupé et Charles Bietri qui hurlait et qui m'a. Grâce à ça, je suis passé réalisateur. Et voyant l'intérêt que ça avait suscité, je suis en train de travailler. Vous avez plein de choses à raconter. Et c'est vous qui allez dessiner? C'est vous qui allez dessiner? Non. Vous n'avez pas tous les talents quand même. Non. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.